Bonjour à toutes et à tous. D'abord, meilleurs vœux pour cette année 2025. Je suis très heureuse d'ouvrir la nouvelle session de l'année 2025. Nous avons commencé avant, évidemment, en octobre, avec Gilles Montègre, qui est maître de conférence HDR à l'Université de Grenoble-Alpes, membre du laboratoire Lucie. C'est un spécialiste du XVIIIe siècle, notamment de l'histoire du voyage, des savoirs et de la diplomatie, au temps des Lumières. Il est l'auteur de très nombreux articles et de très nombreux ouvrages. Je vais juste en citer quelques-uns. Plusieurs d'ailleurs de ces ouvrages ont été couronnés de prix. Je pense à celui sur le cardinal de Bernis, le pouvoir de l'amitié, paru chez Talandier en 2019, qui a reçu le Grand Prix historique de Provence. Récemment, un ouvrage avec l'historienne Virginie Martin, Diplomatie et mobilité, négocier l'étranger dans l'Europe moderne. C'était à l'issue d'un très très beau colloque qui avait eu lieu notamment à Paris, à l'Institut historique allemand et ainsi qu'en Espagne, si je ne m'abuse. Et puis, tout récemment, son livre issu de son habilitation, Voyager en Europe au temps des Lumières, les émotions de la liberté, qui s'interroge sur, alors à partir d'un voyageur dont on va parler, mais aussi de plusieurs cas de voyageurs et de voyageuses du XVIIIe siècle, qui essaie de retracer une histoire sensible du voyage, et c'est là son originalité, sa place, la place donnée, une place importante donnée aux émotions esthétiques, aux émotions politiques qui touchent le voyage au XVIIIe siècle. Et donc, je suis très contente de lui laisser la parole aujourd'hui, pour nous présenter justement ce périple, ou ces périples, au temps des Lumières. Merci beaucoup. Et oui, je voulais juste ajouter que ce livre avait reçu le prix du Château de Versailles, le livre d'histoire, en 2024. Voilà, donc Gilles, je te laisse la parole. Merci beaucoup Naïma, merci à la Message pour cette invitation. Alors, je commencerai cette conférence en vous posant une question. À chacune d'entre vous. Et vous, où en êtes-vous avec le voyage ? Cette question, en réalité, c'est pas tellement moi qui vous la pose, c'est les médias qui nous l'assènent à grand renfort de reportages sur les effets délétères du surtourisme, sur l'environnement, sur les populations. L'époque à laquelle on vit, l'époque dans laquelle on se trouve, du point de vue du voyage, est assez étonnante à bien des égards. Une époque où Venise, vous avez dû suivre ça dans les journaux, en vient à solliciter une taxe d'entrée à ses visiteurs pour accéder à ce qui devait être un espace public urbain. Une époque où un village du Japon en vient à installer une bâche pour dissimuler la vue sur le mont Fuji, tant des hordes de visiteurs viennent perturber la tranquillité de ce village. Le Japon, où d'ailleurs, je disais ça dans un article du Monde ce matin, la taxe de séjour va être considérablement augmentée par la mairie de Kyoto pour, disons, réagir face à l'afflux touristique. Une époque aussi, vous avez également pu suivre ça dans les journaux, où les populations de Barcelone ou des Canaries en viennent à manifester contre les touristes, c'est-à-dire contre une activité qui est censée développer l'économie et le territoire. Ces épisodes qui sont très médiatisés semblent nous dire que le temps de la mobilité heureuse, insouciante, réparatrice, que l'on a tous connue, semble désormais derrière nous. À une époque où les exils, les migrations forcées se multiplient à l'échelle planétaire, pour des raisons d'ailleurs qui sont à la fois économiques, politiques ou climatiques, est-ce qu'il ne serait pas devenu indécent de voyager pour son propre plaisir, en se bornant à troquer en terre étrangère, comme l'écrivait Chateaubriand dans son poème Les Natchez, des illusions contre des souvenirs? Est-ce que le temps n'est pas venu de haïr les voyages, comme l'écrivait Claude Lévi-Strauss au début de Tristes Tropiques, ou tout au moins de sagement renoncer au voyage, comme le suggère Juliette Maurice dans son enquête philosophique récemment parue et qui porte ce titre. Alors je vous dis tout de suite, je ne crois pas pour ma part à la fin des voyages. Je n'y crois pas parce que cette fin des voyages, elle a en réalité pendant très longtemps été prophétisée au fil des siècles, et elle n'est jamais advenue, il faut bien le dire. Je n'y crois pas car sans doute le besoin de voyager est consubstantiel à l'être humain. Le voyage permet, on le sait, aux sociétés d'apaiser ce tiraillement que l'on a tous entre le besoin de l'enracinement et l'appel de l'ailleurs. Pensons à Flaubert,
qui, lorsqu'il est en Normandie, ne rêve que d'Orient, et lorsqu'il arrive en Orient, ne fait que regretter sa terre natale normande. Je ne crois pas à la fin des voyages, mais je crois qu'il est peut-être devenu décisif, dans cette époque si particulière, de redonner un sens à nos manières de voyager, un sens critique. Et la réflexion que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de se demander ce que peut l'historien, car je ne suis qu'historien, dans ce processus. À mon avis, il peut beaucoup parce que il sait que les voyageurs ont parcouru le monde de bien des manières, et en adoptant différents points de vue, bien avant la révolution industrielle et bien avant la période que l'on nomme aujourd'hui l'Anthropocène. Je rappellerai donc pour commencer deux époques que l'on oppose souvent quand on se réfère à l'histoire occidentale du voyage. Alors l'époque la plus récente, bien sûr, c'est celle du tourisme, que tout le monde connaît, tourisme qui fait son apparition au XIXe siècle avec les révolutions des transports. Mais le tourisme est devenu, bien sûr, dans cette époque qui est la nôtre, la figure à laquelle personne ne souhaite ressembler. Le touriste, c'est l'idiot du voyage, comme l'appelait le sociologue Jean-Didier Urbain. Et un de nos collègues ici à Grenoble a du reste bien montré, Sylvain Venère, que cette critique du tourisme, cette mise en cause du tourisme, en réalité, elle n'a pas attendu le surtourisme pour advenir, mais elle commence avec le tourisme lui-même. De fait, ceux qui ont écrit ou parlé du voyage ont souvent été convaincus que l'on voyageait mieux avant, que c'était mieux avant quand on voyageait, c'est-à-dire quand il y avait encore de nouvelles terres à découvrir, ou quand le rapport aux espaces traversés n'était pas médiatisé par cette préoccupation de la vitesse. Alors, de cette forme de nostalgie d'un voyage qui n'est plus, a découlé, si vous voulez, une deuxième époque récemment mise en valeur, qui est antérieure à celle du tourisme, qui est l'époque dite du Grand Tour. Alors je commencerai par rappeler ce qu'est le Grand Tour, car le Grand Tour a une réalité particulière, vous la voyez illustrée à travers ces quelques publications qui sont très nombreuses et qui se sont considérablement multipliées depuis une trentaine d'années. Le Grand Tour désigne cette manière bien particulière qu'avaient les jeunes nobles de voyager à travers l'Europe à partir de la fin du XVIe siècle pour compléter une éducation qu'ils avaient reçue par les livres et par leurs précepteurs par une expérience du monde. Mais cette expérience du monde, elle était évidemment orientée vers une dynamique qui est celle de l'entre-soi nobiliaire, qui poussait ces nobles à rencontrer des pairs, c'est-à-dire des gens à leur égal, par-delà les frontières. Alors, le Grand Tour est une notion intéressante, mais c'est aussi, je crois, devenu, de mon point de vue en tout cas, une notion piège. C'est une notion piège d'abord parce que c'est une expression, il faut bien le dire, rétrospective. Le Grand Tour n'a jamais été employé, ou très très rarement, par les voyageurs de l'époque que le Grand Tour est censé caractériser, c'est-à-dire les voyageurs du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle de l'Ancien Régime. Le Grand Tour est une notion piège qui se développe dans les écrits historiques de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. On a plus de 300 ouvrages dont le titre même, dont on trouve l'expression Grand Tour dans le titre, dans les catalogues de bibliothèques. Et cette préoccupation dénote, à mon avis, une forme de nostalgie d'un art de voyager. Du reste, on le voit dans l'un de ces titres que je vous propose, quand voyager était un art. Nostalgie d'un art de voyager qui serait évidemment réservé à une société élitiste, qui était celle de ces nobles de l'Ancien Régime. Alors, je terminerai mes propos introductifs par là, parce que je crois que cette opposition entre tourisme et Grand Tour nous dit beaucoup de choses sur une forme de haine de soi, sur une forme de mauvaise conscience occidentale associée au voyage, et finalement sur une alternative un petit peu déprimante, il faut bien le dire, qui nous est offerte pour les décennies à venir. Cette alternative, c'est soit être riche et continuer à voyager dans une sorte d'insouciance et dans l'entre-soi d'une société choisie, à la manière un petit peu des anciens aristocrates du Grand Tour, soit renoncer au voyage. Renoncer au voyage pour des raisons éthiques, environnementales, ou tout simplement parce qu'on n'aura pas les moyens de continuer à voyager. N'y a-t-il pas un chemin autre qui permette d'échapper à ce dilemme un petit peu déprimant qui nous est imposé entre surtourisme prédateur et ressucé du Grand Tour, voué à rester l'apanage des élites? C'est ce que j'ai voulu chercher à comprendre en enquêtant sur l'expérience du voyage à une époque bien particulière, qui est mon époque de prédilection en tant que chercheur, c'est le XVIIIe siècle, c'est-à-dire le siècle des Lumières. Et je vais donc essayer de vous montrer plusieurs choses. D'abord, comment on réfléchissait au voyage à l'époque des Lumières, qu'est-ce qu'on en disait. Et puis ensuite, comment est-ce que les voyageurs se sont mis à traverser l'Europe et le monde d'une manière nouvelle et d'une manière
un peu moderne. Alors je commencerai mon propos par un peu de philosophie, modestement, je ne suis pas philosophe, mais par des textes philosophiques du XVIIIe siècle, en me posant la question avec vous de savoir finalement dans quelle mesure les Lumières, que l'on connaît tous, les Lumières de l'encyclopédie, les Lumières des philosophes comme Rousseau, dans quelle mesure les Lumières incarnent ou incarneraient une philosophie du voyage pour notre temps, qui nous parle, si vous voulez, par rapport à nos préoccupations d'aujourd'hui. Je commence par ce point un petit peu théorique parce que je veux vous faire prendre conscience que quelque chose de radicalement nouveau se joue au XVIIIe siècle dans l'approche philosophique du voyage. On a longtemps parlé de voyage, en particulier depuis la Renaissance. Ça a donné lieu à toute une série de textes théoriques qu'on appelle les arts apodémiques pour savoir comment voyager, comment bien voyager. Ce qui se joue de nouveau au XVIIIe siècle, c'est que le voyage n'est plus seulement une affaire d'éducation individuelle, personnelle. Ce qu'était le grand tour pour les voyageurs aristocrates, il s'agissait de s'améliorer soi-même par le voyage. Au XVIIIe siècle, le voyage devient une expérience qui s'inscrit dans une tentative de compréhension collective et globale du monde. Donc on passe, si vous voulez, d'un voyage éducatif tourné vers soi à un voyage tourné vers la nature, tourné vers les sociétés, avec un objectif qui est celui de ces philosophes, qui est de voyager pour tenter de rendre ces sociétés plus heureuses. Vaste programme, si je puis dire. Mais vous voyez qu'au XVIIIe siècle, à l'appui de cette évolution, le voyage est considéré comme une chose tout à fait sérieuse. Alors, parmi les grands textes et les grands auteurs, on ne peut pas manquer de citer Rousseau, bien sûr. Rousseau qui, dès son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, discours de 1755, on est au milieu du XVIIIe siècle, considère le voyage comme une occasion de résister à l'entre-soi pour s'ouvrir à la compréhension de l'autre. Et pour, dit-il, je le cite Rousseau, apprendre à connaître les hommes par leur conformité et leur différence. Donc une perspective, vous voyez, qui n'est pas du tout tournée vers une sorte d'entre-soi, mais vers, au contraire, une dynamique altruiste. Une dynamique altruiste que l'on retrouve d'ailleurs dans l'article de l'encyclopédie de Diderot d'Alembert consacré au voyage. Dans l'article Voyage, on peut lire sous la plume du chevalier de Jaucourt, qui était le véritable esclave de l'encyclopédie, celui qui a écrit le plus d'articles, bien plus que Diderot d'Alembert. Jaucourt nous dit que le voyage, c'est, je le cite, cette école où l'on apprend la diversité de tant d'autres vies et où l'on trouve sans cesse quelques nouvelles leçons dans ce grand livre du monde. Vous voyez donc une définition beaucoup plus ouverte du voyage qui va vers la connaissance plus fine de la nature et des sociétés. Et évidemment, cette suggestion elle a des conséquences sur la manière de voyager. Car si vous voyagez pour aller vers l'autre et pour connaître le territoire, vous ne pouvez plus vous contenter de ces sociabilités courtisanes ou de ces sociabilités intellectuelles qui caractérisaient les voyageurs du Grand Tour qui allaient d'académie en académie, de cours en cours, de salon en salon. Vous devez nécessairement voyager autrement. Et c'est exactement ce que Rousseau nous suggère de faire, notamment par une défense et illustration vibrante de ce qu'on connaît aujourd'hui et qui est devenu presque un contre-modèle du tourisme, c'est-à-dire la randonnée pédestre, le voyage à pied. On écrit beaucoup, on pense beaucoup que l'individualisation du voyage par la marche est une invention de l'époque romantique, mais pas du tout. C'est dès le XVIIIe siècle que les philosophes revendiquent l'importance de la marche pour penser, pour se construire soi et pour comprendre la société. Et là, je citerai Rousseau dans son texte célèbre, son chapitre 5 de l'Émile, son livre « L'Émile ou de l'éducation », qui est publié en 1762, où Rousseau écrit « Quand on ne veut qu'arriver, on peut courir en carrosse, mais quand on veut voyager, il faut aller à pied. » Il y a donc un véritable renversement du rapport à l'espace en mouvement, un renversement qui prétend d'ailleurs renouer avec une forme ancienne du voyage philosophique, hérité de l'Antiquité, puisque Rousseau nous dit aussi dans ce même texte, voyager à pied, c'est voyager comme Thalès, Platon et Pythagore. J'ai peine à comprendre comment un philosophe peut se résoudre à voyager autrement, à s'arracher à l'examen des richesses qu'il foule aux pieds et que la terre prodigue à sa vue. Vous voyez, une suggestion de voyage tout à fait originale. Et ce n'est pas la seule qui nous parle aujourd'hui. On a tous été marqués, je pense, il y a maintenant 5 années de ça, par l'expérience bien sûr du confinement, de la pandémie, qui nous a enjoint d'abord à rester chez nous et à éventuellement voyager, mais à se déplacer dans des bornes extrêmement proches. Et on a redécouvert une forme à cette occasion de
d'empaysement, si vous voulez, qui pouvait être une source de dépaysement. Et cela aussi, les philosophes du XVIIIe siècle ont contribué à le penser, le fait qu'on n'a pas besoin de voyager loin, finalement, pour éprouver les vertiges, la stupéfaction, l'émancipation personnelle née de la rencontre avec l'ailleurs. C'est très exactement ce qu'écrit Diderot en 1747 dans sa Promenade du sceptique, je le cite, Diderot, donc l'un des deux pères de l'encyclopédie, « Tout ce qui nous environne est sujet d'observation. Les objets qui nous sont le plus familiers peuvent être pour nous des merveilles, tout dépend du coup d'œil. » Vous voyez combien les philosophes du XVIIIe siècle sont très inspirants sur de nouvelles philosophies, de nouvelles méthodes pour voyager. Alors, je vous ai dit ça, mais maintenant, évidemment, je suis resté sur un plan assez théorique. Il reste à savoir si les voyageurs européens du XVIIIe siècle, ceux qui ont véritablement pris la route, ont suivi ces prescriptions, les prescriptions de ces philosophes. Si, par exemple, ils se sont réellement donné les moyens de connaître les couches populaires, de connaître ce peuple que les philosophes des Lumières ont si souvent prétendu éclairer, sans véritablement ou sans toujours le connaître. Et c'est la raison pour laquelle, dans un deuxième temps de cette conférence, je vais essayer de vous parler d'abord, je vais essayer de vous parler de méthode, je vais essayer de vous dire comment est-ce qu'un historien s'y prend pour essayer de comprendre, d'adopter, si vous voulez, une vision un peu anthropologique du voyage au XVIIIe siècle. Alors, les historiens dépendent de leurs sources, vous le savez, des documents qui émanent des sociétés du passé. Et ce qu'on a fort légitimement eu beaucoup tendance à faire, c'est à utiliser ce qu'on appelle les récits de voyage. Et ça tombe très bien parce que les récits de voyage pour le XVIIIe siècle, ils sont très très nombreux. Je vais vous parler du succès et aussi des apories, c'est-à-dire des limites des récits de voyage publiés dans le courant du XVIIIe siècle. Ça sera mon deuxième point. Et puis je vous parlerai ensuite, dans mon dernier point, des archives du voyage. Alors effectivement, l'historien dispose d'un nombre considérable de récits de voyage publiés en Europe ou dans le monde, enfin, de récits de voyage qui relatent l'expérience de l'Europe ou du monde, dans le courant du XVIIIe siècle. Cela a été étudié dès le début du XIXe siècle par un bibliophile qui s'appelle Gilles Boucher de la Richarderie, qui a recensé tous les récits de voyage publiés dans le courant du XVIIIe et aussi des siècles passés. Et il se rend compte que, au XVIIIe siècle, la publication de récits de voyage a plus que doublé d'un bout à l'autre du siècle. On passe de 1556 à 3450 titres. Donc une abondance qui est évidemment une richesse documentaire considérable, une manne en quelque sorte pour l'historien qui se préoccupe de cette pratique, de cette culture du voyage. Néanmoins, je crois que ces récits de voyage, à les envisager de manière trop systématique, eux aussi représentent une forme de piège pour l'historien. Et cela pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que cette densité des récits rend difficile une approche transnationale, une approche comparative. On va se mettre à étudier plutôt telle destination de voyage, tel pays d'origine d'où sont issus les voyageurs, ou telles individualités de voyageurs célèbres, si vous voulez. Le deuxième piège, c'est que l'expérience du voyage est en quelque sorte piégée par le processus de publication. Lorsqu'on publie un récit de voyage, évidemment, lorsqu'un ancien voyageur publie son récit de voyage, d'une certaine manière, il tente à taire les difficultés qu'il a traversées, les relations qui lui ont été nécessaires et indispensables pour cheminer. Il tente en fait à faire de son voyage une sorte de modèle, tenant compte de l'horizon d'attente de ses lecteurs, et il tend finalement à ériger son parcours en un idéal qui est un idéal un petit peu rétrospectif. Et puis il y a une troisième limite de ces récits de voyage publiés, qui à mon avis, qu'il est très important de peser, c'est qui écrit. Quelle est l'extraction sociale de ces voyageurs? D'où viennent-ils? Quand on étudie les choses de manière un petit peu fine, on se rend compte que ce ne sont pas les nobles et les aristocrates qui écrivent les récits de voyage. Ça serait quelque part dérogé que de se soumettre à cette activité. Ceux qui écrivent des récits de voyage, ceux qui publient ces centaines, ces milliers de récits de voyage, ce sont ceux qui ont accompagné ces nobles voyageurs. C'est-à-dire, qui ça? Des gens à talent, des hommes de lettres, des artistes, des savants, qui, d'une certaine manière, se trouvent prisonniers d'une relation de patronage
vis-à-vis de ceux qui ont financé leur voyage, d'une relation de dépendance matérielle autant que symbolique qui les enjoint le plus souvent à ne pas s'écarter du droit chemin et à être très timorés dans la remise en cause de la société à laquelle ils appartiennent. Donc, c'est une réalité transnationale que cette écriture des récits de voyage par les accompagnateurs des nobles voyageurs. On les appelle gouverneurs en France, on les appelle beer leaders en Angleterre, on les appelle Hofmeister en Allemagne. Et cela explique, je crois, que l'examen des récits de voyage publiés dans le courant du XVIIIe siècle est souvent décevant par rapport à l'effet de souffle que représente la philosophie des Lumières dans son discours par rapport au voyage tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Songez que dans un siècle où la littérature clandestine, contestataire, très violente contre les puissants, l'historien américain Robert Danton a étudié ça, on publie clandestinement des pamphlets par centaines au XVIIIe siècle et ils sont très lus. Vous avez seulement 2 récits de voyage dans tout le siècle qui ont été condamnés par la censure pour des motifs politiques. On a donc affaire à des récits de voyage très sages par rapport à la philosophie du voyage qui est développée à cette époque. C'est la raison pour laquelle, pour sortir de cette impasse, si vous voulez, et pour restituer l'expérience concrète du voyage au temps des Lumières, il m'est apparu indispensable de renouveler en profondeur le corpus, les sources de référence. Et c'est ce que je vais essayer d'examiner dans la 3e partie, qui sera aussi la dernière, peut-être un petit peu plus longue, de cet échange, c'est-à-dire l'apport décisif de ce que j'appelle les archives du voyage. Alors, archives du voyage, qu'est-ce que je désigne par ce terme? C'est ce que vous voyez ici, vous en avez un exemple, et je vais parler du voyageur qui a produit ces archives dans un petit instant. Les archives du voyage, ce sont des lettres qu'on écrit à ses proches, qui sont restés au loin, des journaux, mais vous le voyez aussi, des documents iconographiques, des croquis, des dessins, le plus souvent restés à l'état manuscrit. Au regard des récits de voyage publiés, ces sources sont très importantes parce que elles documentent les modalités du voyage, le voyage en train de se faire, et donc aussi les difficultés et les émotions éprouvées par le voyageur au fil de sa route, au fil du chemin. C'est donc en utilisant, en quelque sorte, ces lunettes du voyageur, au plus près de son écriture et de son expérience, que j'ai cherché à écrire finalement une autre histoire du voyage. C'est celle que j'ai voulu proposer dans cet ouvrage. Une histoire écrite au fil de l'archive, une histoire écrite au bord du chemin. Plus exactement, ce que j'ai cherché à faire, c'est à confronter la sagesse des récits de voyage publiés à l'indocilité des archives manuscrites. Ce que fait ce livre, c'est qu'il confronte 254 écrits de voyage issus des plumes les plus célèbres du XVIIIe siècle. Vous y retrouverez Goethe, Casanova, Montesquieu, le marquis de Sade, qui ont publié des écrits de voyage ou des écrits issus de leur voyage. Mais j'ai cherché à confronter ces écrits bien connus à une archive du voyage qui est, elle, totalement nouvelle, totalement méconnue, qui est celle du Bordelais Latapie, dont je vais donc dire un petit mot. Latapie étant cet oublié de l'histoire, comme il y en a de très nombreux, et qui fait tout le sel de la recherche historique, parce que les oubliés de l'histoire ont parfois produit des documents et des masses d'archives qui peuvent être véritablement des trésors pour l'historien qui les exploite. Alors, c'est un savant bordelais, naturaliste, inspecteur des manufactures, botaniste. Il est né en 1739, il est mort en 1823. Vous voyez, il a traversé à la fois l'époque des Lumières, de la Révolution, de l'Empire et aussi de la Restauration. Certains l'ont présenté comme un fils caché de Montesquieu. Je n'ai pas fait des expériences ADN auprès des descendants de Montesquieu et des descendants de Latapie qui me permettraient de confirmer cette hypothèse, mais ce qui est sûr, c'est que Latapie est un transfuge de classe qui n'aurait rien été sans la fréquentation de la famille Montesquieu. En fait, il est le fils du notaire, de l'homme de confiance du philosophe Montesquieu dans sa seigneurie de la Brède. On ne sait pas très bien pourquoi Montesquieu l'a pris sous son aile, mais de fait, ce personnage s'est mis à franchir des horizons géographiques et sociaux grâce à la protection du clan Montesquieu. Et il en est venu, alors d'abord à beaucoup voyager. Vous avez ici une carte de ces voyages européens qu'il a accomplis. On est au tournant de la décennie 1770. Vous voyez, donc on est entre les règnes de Louis XV et Louis XVI. Des voyages à travers l'Europe, à la fois en Normandie, en Angleterre, en France, en Italie et jusqu'à Malte. Mais surtout, il a laissé de cette expérience de voyage de très nombreux écrits, et en particulier un journal de voyage qu'il a baptisé du nom d'Éphéméride,
que j'ai pu retrouver, alors qu'il n'était pas du tout exploité auparavant, puisqu'il se trouve encore aujourd'hui d'ailleurs chez les descendants, chez la famille Latapie actuelle, dans une zone du Bordelais. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire qui m'a poussé à retrouver ce manuscrit. Tout ça part de Rome, on m'a mis sur la piste d'un potentiel manuscrit, contacter les descendants, gagner leur confiance, etc. Enfin, toujours est-il qu'au bout d'un moment, je tombe sur ce récit extrêmement profus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que par-delà ces 14 cahiers, 3,5 millions de signes, une description quotidienne de tout son parcours, il y a, je reviens à ces archives du voyage, toute une documentation qui est extrêmement fine, faite de lettres, faite de dessins, faite d'archives. Et donc, il y a la possibilité de reconstituer, à travers cette archive, qui est sans doute une des plus complètes de toutes les archives de voyage du XVIIIe siècle européen, de reconstituer par-delà le personnage lui-même, en utilisant ces égaux documents, de radiographier finalement, quelque part, la société du voyage en Europe au temps des Lumières. Et c'est là-dessus que je vais venir, c'est-à-dire au-delà du cas de ce personnage, dont je pourrais vous parler longtemps, c'est qu'est-ce que ces écrits, confrontés aux autres écrits de voyage, nous montrent, nous révèlent. Et je crois que on peut, et c'est les conclusions provisoires provisoires dans mon propos, mais que vous pourrez développer à la lecture du livre, il y a finalement 4 dimensions qui renouvellent l'approche que l'on pouvait se faire du voyage au temps des Lumières, que l'on peut voir déceler à travers ces archives et la confrontation avec d'autres. Ces 4 dimensions qui forment finalement les 4 parties du livre. Alors, la première dimension, c'est qu'on a affaire, de mon point de vue, au XVIIIe siècle, à une nouvelle société du voyage. Une nouvelle société du voyage, et ça, j'ai pu m'en rendre compte en réalisant une base de données sur la base de l'océan des écrits de Latapie, une base de données qui recense toutes les personnes qu'il a rencontrées lors de sa traversée de la France et de l'Italie, lors de son voyage de 3 ans entre 1774 et 1777. Une base de données donc de 1313 rencontres qui est comme une forme de radiographie de la société du voyage et qui dévoile cette société du voyage dans sa diversité sociologique et qui permet de se rendre compte que le fameux grand tour aristocratique n'est qu'un motif parmi d'autres dans les occasions, dans les motivations qu'avaient les Européens pour voyager au XVIIIe siècle. L'autre élément significatif de cette base, c'est, je crois, les couches sociales que le voyageur rencontre. On peut faire une approche statistique des égaux documents en histoire, c'est ce que je défends à travers cette source, et on se rend compte que pas moins de 24% des personnes que Latapie rencontre relèvent des couches populaires. Alors 24%, ça peut paraître peu, mais ça offre quand même un démenti à l'idée que la pratique du voyage ne concernerait au XVIIIe siècle que le monde des élites. Ce dont on se rend compte en réalité, c'est que toute une société sédentaire vit et s'anime au XVIIIe siècle au rythme des aspirations de l'Europe voyageuse. De qui est faite cette société ? Vous avez des secrétaires, des guides locaux, des maîtres de langue, des marins, des voituriers, des valets de place, des libraires, des aubergistes, qui animent une économie du voyage qui n'a pas attendu la naissance du tourisme pour finalement se mettre en mouvement. Autre dimension intéressante de la base, c'est la typologie des voyageurs, ceux qui voyagent. Alors, j'ai pas le temps de m'étendre dans le cadre de cette conférence, mais on retrouve dans le livre, à l'appui de la base de données Latapie et d'autres confrontations, non seulement des voyageurs nobles du Grand Tour, mais des libertins, des aventuriers, des pèlerins, des artistes, des artisans, des savants, des malades, des francs-maçons. Il y a plein d'occasions et de motivations pour prendre la route dans cette Europe du XVIIIe siècle. Et il y a simplement une catégorie de voyageurs sur laquelle je voudrais dire un petit mot, qui est la catégorie des voyageuses, car j'ai cherché à comprendre comment l'expérience du voyage a représenté, pour les femmes des Lumières, un facteur favorable de libération. Libération au sens que Michel Foucault donnait à ce terme, dans une perspective qui prolonge celle qui avait été proposée par l'historienne des femmes Michel Perrault dans son livre célèbre sur l'histoire des femmes, et écrit en collaboration avec Georges Duby, c'est-à-dire cette idée que, évidemment, la sédentarité, c'est une des formes élémentaires du contrôle social et patriarcal. Donc quand vous êtes une femme et que vous parvenez à voyager, y compris quand vous faites partie des couches hautes de la société d'ailleurs, vous enclenchez un phénomène qui est certes timide, certes provisoire, mais qui est un phénomène qui va dans le sens d'une libération. Bon, j'ajoute que, je ne sais pas si les voyageuses du XVIIIe siècle sont des femmes libérées, mais elles sont du reste des femmes courageuses, car il y a tout un aspect d'histoire matérielle aussi du voyage dans le livre que je n'ai pas le temps d'aborder. Évidemment, on a affaire à des voyages longs. On a affaire à des voyages qui dépassent la plupart du temps
la durée de 9 mois. Ce qui signifie que quand vous êtes une femme et que vous voyagez au XVIIIe siècle, vous vous préparez nécessairement à possiblement accoucher à l'étranger, ce qui procure un certain nombre de défis et d'inquiétudes. Donc, si vous voulez, une autre société du voyage beaucoup plus diverse dans sa composition, à la fois du point de vue de ceux qui restent, des médiateurs et des voyageurs, que l'image que nous offre traditionnellement le Grand Tour. Le deuxième point que je peux évoquer, c'est celui de la géographie. Je suis très attaché personnellement en tant qu'historien à la dimension spatiale et géographique. On a affaire spatialement, je crois, à une nouvelle Europe du voyage en ce XVIIIe siècle. Et l'enquête que j'ai cherché à mener essaye, si vous voulez, de remettre en cause cette lecture très souvent colonialiste, finalement, que l'on a du phénomène du voyage. Une lecture qui tend finalement à opposer des mondes lointains qui formeraient un terreau de l'exploration, et Dieu sait si on a de grands explorateurs parmi les mondes lointains au XVIIIe siècle, les Cook, les Bougainville, les Lapérouse, etc. Donc le monde à explorer et une Europe qui, elle, serait le berceau de la civilisation. Cette civilisation qui incarnerait évidemment le phénomène du Grand Tour. Je crois que cette dichotomie entre exploration et civilisation, les archives du voyage contribuent à la faire voler en éclats. Pourquoi ? Parce que cette Europe des Lumières est elle-même soumise à des dynamiques exploratrices, est elle-même composée de fragments méconnus, de fragments instables. Et je ne peux manquer à ce titre, on est à Grenoble, d'évoquer le cas de l'Italie, d'évoquer le grand livre de Gilles Bertrand qui en 2008 nous avait déjà suggéré et invité à revisiter puissamment ce phénomène du Grand Tour. Car l'Italie du XVIIIe siècle est trop souvent victime, est trop souvent réduite, en particulier lorsqu'on la considère sous le prisme du voyage, trop souvent, réduite à des clichés. Le cliché du bel paese et le cliché de le berceau du catholicisme, le berceau de l'Antiquité, etc. Or, au XVIIIe siècle, et vous le voyez à travers cette carte qui représente le voyage de Latapi en Italie, l'Italie que l'on visite, à laquelle on s'intéresse, c'est plus seulement l'Italie des cours et des villes, c'est aussi, par exemple, l'Italie des volcans, l'Italie des îles, l'Italie de l'espace naturel qui va conduire les voyageurs à se poser un certain nombre de questions sur les origines du globe terrestre, les origines du relief, des questions qui vont d'ailleurs remettre en cause littéralement la chronologie biblique et religieuse. Une Italie aussi par l'intermédiaire de laquelle les voyageurs aspirent à découvrir des espaces plus lointains, encore inaccessibles, de l'Afrique à l'Inde en passant par les Amériques. Donc, je crois que les voyageurs du XVIIIe siècle sont modernes en ce qu'ils sont, si vous voulez, les intermédiaires, les chevilles ouvrières d'une première unification culturelle de la géographie européenne. C'est-à-dire qu'ils mettent pour la première fois en connexion des villes avec des campagnes, des littoraux avec des arrière-pays, des vallées avec des sommets. On ne peut pas manquer d'évoquer cela à Grenoble en pensant par exemple à la figure du Genevois-Saussure. L'Europe se découvre elle-même par les chemins du voyage ouverts au temps des Lumières. Alors, ça ne veut pas dire que ces voyageurs des Lumières voyagent tous pour accroître la connaissance au service du bien commun. Ces voyageurs, ils sont aussi captateurs, bien sûr. Ils ouvrent la voie à des formes de colonisation intérieure du vieux continent. Opérations qui ont encouragé, et voyages qui ont encouragé bien souvent les visées impérialistes, par exemple les visées impérialistes russes vers la Méditerranée à cette époque. Je rappelle que c'est au XVIIIe siècle que les Russes commencent à conquérir la Crimée, mais les Russes ne sont pas seuls en cause au XVIIIe siècle. On peut penser aux Britanniques qui s'intéressent à la péninsule ibérique, aux Vénitiens qui s'intéressent aux Balkans et qui envoient des voyageurs dans ces zones pour évidemment s'accaparer un certain nombre de territoires. Donc, en tout cas, une nouvelle Europe du voyage, un nouvel espace que l'on peut voir à travers ces routes les plus fréquentées d'Europe, carte que vous pouvez retrouver dans le livre, mais routes qui sont toujours prolongées par un certain nombre d'opérations et de voyageurs. Je passerai plus vite sur la troisième dimension, mais qui m'intéresse aussi évidemment, c'est la dimension des savoirs. Des savoirs de la route et de la manière d'observer le monde en voyageant que déploient ces voyageurs au XVIIIe siècle. Alors, j'ai pas le temps de vous montrer j'ai pas le temps d'insister trop sur le plan de Pompéi que réalise Latapi. C'est dommage parce que à travers ces fouilles, il a un regard, si vous voulez, qui est à la fois un regard antiquaire et un regard naturaliste. Donc, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre sous l'appellation et le concept que j'ai introduit de voyage frontière, un voyage à la frontière de différents champs de connaissances. Mais simplement, peut-être, je voudrais vous montrer ce voyage de Latapi à travers la France méridionale, cette carte que j'ai pu réaliser, si vous voulez, à l'appui de la richesse des archives Latapi et qui montre, vous le voyez, différents tronçons de route
accomplit certains à cheval ou en voiture hippomobile, certains par voie d'eau, d'autres à pied. Cela signifie que le voyage que Rousseau revendique dans les Milles, il est réellement pratiqué et que les voyageurs des Lumières s'interrogent de manière tout à fait directe et sensible sur les modalités, les possibilités du déplacement. On a un bon exemple à travers cette citation de Latapie que je vous donne, qui réfléchit sur ce que la manière de voyager peut vous permettre de comprendre à propos du territoire. Il écrit, dans les éphémérides donc, en voiture, sous-entendu en carrosse, où l'on va rapidement, on ne voit que l'ensemble d'un pays, et les images se succèdent si rapidement qu'il n'en reste que de faibles traces. À cheval, c'est-à-dire à dos de cheval, on voit beaucoup mieux. Les objets se détaillent mieux et restent davantage. Mais, pour qui en a la force, le courage et le temps, il me semble que les voyages les plus utiles et ceux qui se gravent le plus profondément dans l'imagination, ce sont les voyages faits à pied. Donc vous voyez qu'il y a une véritable préoccupation et une véritable conscientisation, si je puis dire, de l'importance de ce que le voyage à pied permet en termes de découverte des sociétés et du territoire. On le voit à travers ce qu'il expérimente, ce qu'il cherche à voir dans ce voyage, hein, ces petits points que on voyait dans la carte précédente, où on a à la fois des sites historiques, bien sûr, mais aussi des sites naturels et des sites productifs, manufactures. Donc vous voyez une vision synoptique de l'espace qui nous reconnecte, si vous voulez, à la fois aux sociétés, au monde naturel et aux créations, enfin à l'art et à l'histoire. Le dernier point que je n'aurai que le temps d'esquisser, mais dont je tiens à vous parler, c'est le fait que ces voyages du XVIIIe siècle sont aussi une nouvelle manière d'éprouver le monde au sens émotionnel. Car ce serait faire fausse route, je crois, que de considérer le voyage au temps des Lumières comme un voyage de la raison. Certes, les Lumières, c'est la raison, c'est l'encyclopédie, c'est la classification. Alors, on a écrit beaucoup de choses, hein, que ça préparait le racisme, etc. Mais on se trompe en ne faisant des Lumières que le théâtre de la raison. Les Lumières sont aussi une époque qui introduit vigoureusement le sentiment dans la prise de conscience du réel. Et donc, le voyage des Lumières est un voyage de la raison sensible. Cette dimension, là aussi, Latapie permet de bien l'explorer, à l'appui notamment d'un alphabet secret qu'il utilise dans ses éphémérides. Vous voyez ici l'alphabet que j'ai pu décoder en redonnant des lettres normales aux symboles qu'il utilise. Et vous voyez ce que ça donne ici à l'intérieur même du manuscrit, à travers un certain nombre de passages dont la lecture est bloquée par un alphabet imaginaire. Et cet alphabet imaginaire, qu'est-ce que c'est? Les historiens des émotions nous diraient que c'est un refuge émotionnel. C'est-à-dire, c'est une occasion pour le voyageur de graduer un regard vers soi, et qui est aussi un regard politique et dissident vis-à-vis de la société de son temps. Latapie éprouve de la honte vis-à-vis d'une société jugée inégalitaire, vis-à-vis aussi de la manière dont il est considéré par les nobles voyageurs, lui qui voyage à pied, et il nous exprime ça dans son alphabet secret. Il nous exprime aussi, et c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé, le fait que le voyage est un exil émotionnel parce que il est l'occasion, pour lui en tout cas, d'expérimenter ce que Rousseau raconte au sens strict dans La Nouvelle Héloïse. La Nouvelle Héloïse, c'est un roman qui a été extrêmement lu au XVIIIe siècle. On ne le lit plus beaucoup aujourd'hui parce que c'est un torrent de larmes. Hein. Mais en réalité, La Nouvelle Héloïse raconte l'histoire, vous le savez, d'une jeune noble, Julie d'Étanges, qui s'éprend de son précepteur Saint-Preux. Et puis elle doit s'en éloigner parce que Saint-Preux, c'est rien du tout, évidemment, socialement. Mais Latapie éprouve exactement la même chose puisqu'il a été précepteur d'une jeune aristocrate qui s'appelle Aglaé de Langeron. Il veut l'épouser, la famille Langeron lui dit « ça ne sera pas toi », et de fait, la jeune Aglaé épousera un duc, le duc de Duras, et donc Latapie songe à mettre fin à ses jours, et puis finalement, il se dit « je vais me laisser une dernière chance, et je vais voyager ». Et le voyage est donc cet exil émotionnel qui lui permet d'oublier cette mésaventure qui est le fruit de la dureté au XVIIIe siècle des assignations sociales. Alors, je terminerai en disant que évidemment, il y a cette expérience de l'intime qui est très forte, plus dans les archives du voyage que dans les récits de voyage. Mais je ne voudrais pas vous laisser croire que cet intime, il n'est tourné que vers soi. Ce n'est pas simplement le baromètre de l'âme que les voyageurs mesurent au XVIIIe siècle. C'est aussi, cette expression des émotions revêt aussi une dimension collective. Les émotions peuvent se comprendre comme des émotions, comme les voyageurs peuvent se comprendre comme ce que l'historienne des émotions Barbara Rosenwein appelle des
communauté émotionnelle, à travers un désir de liberté qui apparaît chevillé au corps de ces voyageurs au temps des Lumières. Je vais vous citer un Grenoblois pour ne plus parler que de la tapis, et puis montrer qu'il y a aussi beaucoup d'autres voyageurs dans le livre, qui est le conseiller au Parlement de Grenoble, Collot de la Salsette. Lorsqu'il décide de quitter Grenoble en 1784, avec un compagnon avocat. Il écrit, je terminerai par là, nous venons de quitter, alors il parle de Grenoble, pardon, nous venons de quitter une ville qui nous ennuie. Nous fuyons les affaires et ne courons qu'après la liberté. C'est un air pur que nous cherchons sur ces montagnes, une manière de vivre indépendante de toute étiquette et bienséance gênante. Vous voyez comment les écrits de Rousseau dans les archives, dans les écrits de voyage, sont véritablement intériorisés. Et cela nous montre qu'avant de s'ériger en programme politique, avant de s'ériger en étendard citoyen, on a tous évidemment en tête la Révolution française, notre devise républicaine, je crois que la liberté, c'est aussi un sentiment, une émotion qui est intensément éprouvée sur les routes de l'Europe, que l'on découvre dans les archives du voyage. Et ce sentiment de la liberté, j'ai cherché dans le livre à le confronter à d'autres sentiments, d'autres émotions comme le rire, la peur, la colère, la honte. Alors, me reste-t-il une minute pour conclure? Toute petite, très rapide. Une minute pour conclure, pour vous dire que cette enquête se veut évidemment une contribution à la longue histoire des mobilités. Je repense ici à l'historien des mobilités Daniel Roche qui, dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 1999, nous parlait de l'énigme des Lumières. Qu'est-ce qui fait qu'une société se met en mouvement ? Et le mouvement, ça va avoir un certain nombre de conséquences pour la France, l'Europe et le monde. Ce mouvement, c'est aussi, bien sûr, la perspective de la Révolution. On parle souvent du mouvement des idées des Lumières sans toujours le relier au mouvement physique des hommes et des femmes qui se sont mis à parcourir l'Europe. Eh bien, c'est sur ce mouvement synchrone, si vous voulez, des corps physiques et des idées morales que j'ai voulu enquêter à travers ce livre en essayant de faire du voyage un objet d'histoire totale qui intègre à la fois l'histoire sociale, l'histoire politique, l'histoire environnementale. Et puis pour terminer, bien sûr, cette enquête, elle se veut aussi, comme je le disais dans mon propos introductif, une réflexion sur le sens qu'on peut donner aujourd'hui à l'expérience du voyage. Car ces voyageurs font écho à des questionnaires très actuels, je crois, dans le champ des sciences humaines et dans le champ des sciences sociales. Ces voyageurs des Lumières nous parlent, car on comprend, en lisant leurs archives, que cette dissociation entre savoir sur la nature et savoir sur les sociétés, cette dissociation qui nous a éloignés d'une approche naturaliste des sociétés humaines et d'une approche humaniste du monde naturel, ben cette opposition, elle n'a pas toujours existé. Ces voyageurs, ils nous parlent en nous montrant que le voyage peut être, pas toujours, mais peut être une occasion d'échapper à l'entre-soi et de s'émouvoir face aux inégalités sociales. Ils nous montrent en somme que voyager peut représenter une expérience envisagée au plus proche de l'altérité, à l'écoute de la nature et en empathie avec les tumultes du monde. Et les tumultes du monde, je pense qu'on n'en manque pas aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais prendre un peu d'eau. Merci infiniment, Gilles, pour cette conférence passionnante qui est bien sûr présente une histoire du voyage et ses changements, mais aussi une histoire du regard. Enfin l'histoire du voyage, c'est ce que tu démontres, c'est un changement aussi dans le regard porté non seulement sur le voyage, sur la façon dont on observe la nature et la société, la façon dont on la représente, la façon aussi dont on reproduit un certain regard, ou au contraire, on choisit de ne pas le reproduire et de s'en échapper. Et j'ai notamment beaucoup aimé l'articulation entre des histoires très personnelles, très intimes, qui permettent aussi au fond des réflexions politiques et comment échapper par exemple à un monde foncièrement, structurellement inégalitaire qui est celui de l'Ancien Régime. Alors j'ouvre tout de suite les questions à la salle.